5 700 000 fonctionnaires. Il n'y a pas d'équivalent dans le monde. Bon, on est le pays qui est le plus suradministré, on est le pays où les prélèvements obligatoires sont les plus élevés. Quand vous êtes à 48% du PIB, vous vous rendez compte du PIB, c'est-à-dire qu'en impôts, vous avez presque 50%. Quand on a un PIB de 2800 milliards, vous avez 1400 milliards d'impôts par an payés par les contribuables. Donc moi, comment on a pu en arriver là ? Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Chartrissimo, un rendez-vous que vous êtes chaque semaine plus nombreux à suivre. Je le précise pour ceux qui nous rejoindraient, cette émission Chartrissimo a pour but de vous informer sur les grands projets municipaux et communautaires de Chartres Métropole, des projets imaginés et mitonnés par Jean-Pierre Gorge, qui nous fait l'amitié de nous les présenter dans le détail, ici même, dans Chartrissimo, dans les studios de Chartres TV. Aujourd'hui, on va parler industrie. Alors, le territoire de Chartres Métropole, ce n'est un secret pour personne, héberge quelques fleurons de l'industrie française, la Cosmétique Vallée par exemple, et internationale. Exemple, et quel exemple ? Novo Nordisk. Or, en novembre 2023, Chartres Métropole est officiellement entré dans un programme national, Territoire d'industrie, lancé à l'occasion du Conseil national de l'industrie en novembre 2018 et relancé pour la période 2023-2027. Ma première question, Jean-Pierre Gorge, jusque dans les années 70, la France était une grande puissance industrielle. Pourquoi c'est plus le cas ? Parce que c'est les politiques qui ont changé. On a fait des erreurs énormes. Alors, on m'a expliqué quelque chose, je ne l'ai pas bien vu comme ça, c'est qu'en fait, a priori, il y aurait eu un deal à l'époque, dans les années 60, entre l'Allemagne et la France. Et De Gaulle a dit, la France est un pays agricole, et l'Allemagne, vous serez les industriels. Donc il y a déjà eu ce tournant-là. Erreur gaulienne alors Alors, ça en serait une, mais il faut que je vérifie. Mais c'est quelqu'un qui m'a expliqué ça. Je pense que ça peut tenir. Et puis ensuite... moi, deuxième dimension, alors ça donne une tendance, c'est pas lui qui le fait, puisque après, ce n'est pas lui. Mais à partir des années 70, eh bien, le pays, il y a la mainmise des énarques sur le pays. Regardez bien, et c'est là que ça commence. Vous savez, fait toujours un peu rire quand on dit l'ENA, c'est une grande école, mais avant, la France était un pays des ingénieurs, et l'ENA, c'est l'administration, et c'est tout... Oui, dans le nom même, c'est l'administration. Et quand on a Valéry Giscard d'Estaing, que je appréciais, moi, vous savez, il est élu en 74, on sort des classes prépa, lui, il a intégré Polytechnique, donc c'est un petit modèle pour nous. Tout ça. Mais en même temps, il est énarque. Et je vois que, il prend un Premier ministre énarque, et puis voilà, et la machine se met en route. Et là, on commence à changer les tendances. C'est pas les mêmes cooptations dans les ministères. Voilà, bon, alors... Mitterrand, qui n'est pas énarque, mais qui est un politique de métier, continue tout ça. Et autour de lui, ce ne sont que des énarques. Regardez, il ne prend que des énarques. Et là, l'énarchie s'installe dans la politique. Et moi, je le dis, j'ai fait un livre en 2016, j'explique. Le fonctionnaire franchit le Rubicon et passe du côté politique. Et alors là, regardez, jusqu'à ces derniers temps, regardez... toute l'administration, toute la partie politique est entre les mains des énarques. Et regardez le résultat, 50 ans après, la France, elle a un déficit structurel de plus de 150 milliards, mais d'euros, pas de francs, et une dette de 3 280 milliards. Catastrophe, parce qu'on a critiqué la Grèce, mais la Grèce est meilleure. C'est Fillon qui avait raison en disant que la France est au bord de la faillite, voire en faillite. Bien sûr. Et donc, la Grèce, on vit mieux en Grèce aujourd'hui qu'en France. Et ça va se détériorer parce que le fait d'avoir une grande dette, c'est pas grave. Si ce pays avait 3 000 milliards de dettes, mais s'il avait investi dans des équipements structurants, dans des hôpitaux, un certain nombre d'équipements publics de qualité, et puis, ou un certain nombre de développements qui permettent à l'industrie de mieux fonctionner, et bien la tête, et si vous avez un résultat positif, vous la remboursez. Mais là, vous ne pouvez pas la rembourser, puisque vous avez un déficit structurel de 150 milliards. Donc, comment on peut tenir dans la durée ? C'est impossible. Et parce que le déficit, c'est un déficit de fonctionnement. C'est-à-dire on paye le salaire de trop de fonctionnaires, de trop d'administration.
trop de secteurs tertiaires qui n'ont pas le rendement dans le PIB. Tout ça, on additionne dans le PIB, mais ce n'est pas de la valeur ajoutée. Donc là, ça va être un des problèmes de Guillaume Kasbarian, d'ailleurs, puisque 5 700 000 fonctionnaires. Il n'y a pas d'équivalent dans le monde. Bon, on est le pays qui est le plus suradministré, on est le pays où les prélèvements obligatoires sont les plus élevés. Quand vous êtes à 48% du PIB, vous vous rendez compte du PIB, c'est-à-dire qu'en impôts, vous avez presque 50%. Quand on a un PIB de 2800 milliards, vous avez 1400 milliards d'impôts par an payés par les contribuables. Donc moi, comment on a pu en arriver là ? Et là, maintenant, il y a un phénomène d'accélération, parce qu'avant, à chaque mandat, les septennats, après les quinquennats, il y avait des milliards qui se rajoutaient, parce que Sarkozy vient nous expliquer, demain, il lève plus blanc que volant. Oui, aujourd'hui, il a été commande, il en a rajouté 500, quoi. Donc, et chacun rajoute ses 500 milliards. Bon, bien sûr que Macron, et je retrouve Bruno Le Maire, il a le record, il aime bien avoir les records. Lui, c'est 900 milliards. En 7 ans, c'est 900 milliards. Comment se fait-il que le petit Mozart de la finance, comme on l'appelait... Le Maire ou Macron ? Alors, c'était Macron. C'est Macron, c'est pas Le Maire. Oui, non, le Maire ne s'est jamais vanté de ça. Lui, ce qu'il voulait, c'était le poste, le titre, je connais un peu. Non, mais là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, quelles mesures mettre en place Alors voilà, donc on a quitté l'industrie. Et alors, tout le monde dit, il faut réindustrialiser. Et en même temps, on nous dit, on va mettre en place une loi, le ZAN. Alors Barnier a compris tout de suite, le ZAN, non-artificialisation des sols, quoi. Artificialisation zéro, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus utiliser d'espace pour vous développer. Comment vous pouvez installer des industries nouvelles sans consommer un peu d'espace ? Alors à Chartres, on a une chance parce que c'est pas mal foutu, on arrive à se développer sur nous-mêmes. Nous, on réinvestit sur les friches existantes. Bon, il y a des zones d'activité qui existaient, qui avaient déjà été réservées, qu'on remplit. Donc on y arrive, on a encore un potentiel, mais avec... la dynamique, la croissance qu'il y a, il va falloir qu'on crée d'autres espaces. Donc là, on est en train de nous l'interdire. Alors, vous voyez la contradiction. L'industrie est obsolète alors. Vous pouvez pas vous développer. Ouais. Vous ne pouvez pas vous développer. Alors, avec Novo Nordisk, comment on fait ? Donc, il reprend toutes les usines qui étaient autour. Il a repris nos centres techniques municipaux. Je l'ai revendu. J'ai racheté une usine qui avait fermé. Donc, je me suis remis dans une usine. Donc, on va revendre un terrain à côté, une des usines qui était à côté de Novo Nordisk. On déplace tout le monde. Donc, c'est un Monopoly assez infernal. On est en train de jongler, mais on va tout nous limiter. Donc, tout ça pour des appréciations. On pense que en France, ceci fait ça, on va réchauffer la Terre. Pendant ce temps-là, les Chinois, tous les 2 jours, ils installent une nouvelle usine à charbon. Vous voyez ? Voilà. Nous, on est en train de sauver la planète en sauvant 3 arbres, en ne consommant plus de 1 mètre carré de terrain. Et les Chinois, tous les jours, vas-y, j'étale. Les gens, il faudrait qu'ils comprennent qu'on est sur la même planète. Donc, on a pris une mauvaise direction. Et le problème, c'est que le temps de retard pour se récupérer là-dessus, c'est exactement du même niveau quand on a limité le numerus clausus pour les médecins en 1976. Oui. 50 ans après, on est embêté. Là, on a arrêté de fabriquer des ingénieurs. Regardez le nucléaire. J'ai été visiter Flamanville. La France, à partir de 1998, quitte le nucléaire. Monsieur Sarkozy ne relance, Monsieur Chirac, après Monsieur Sarkozy, ne relance pas le nucléaire. Droite ou gauche d'ailleurs, droite ou gauche, oui, c'est d'abord la droite, parce que Chirac ne relance pas le nucléaire. Quand il est relu en 2002, il peut relancer le nucléaire. Il ne le fait pas. Sarkozy est président de la République, il ne le fait pas. Hollande, il n'a aucune raison de le faire. Il a les Verts avec lui. Il n'a pas intérêt à le faire. Macron, premier mandat, il n'a pas intérêt à le faire. Il a les Verts avec lui. Donc, il ne peut pas le faire. Donc, c'est plus compréhensible qu'eux, ils ne le fassent pas. Donc là, Borne, je pense qui avait un cerveau un petit peu mieux cortiqué que les autres, et ingénieur, polytechnicienne, ingénieure des ponts, elle relance le nucléaire. Elle va doubler la production nucléaire. Là, on pourra faire un cocorico, elle a été gaullienne. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est quand même assez dramatique ce qui s'est passé. Parce que maintenant, pour le nucléaire, on a formé nos ingénieurs pour désinstaller des centrales nucléaires. Alors que l'objectif, là, c'est construire 14 EPR. La construction d'un EPR, c'est quelque chose, c'est du boulot, c'est quand même quelque chose de très important. Et donc, le pays, non seulement a désinvesti dans l'industrie, mais il a désinvesti dans
dans la fabrication de ces ingénieurs pour pouvoir faire de l'industrie. Vous allez nous désespérer. Alors, un petit cocorico local, ça marche bien à Chartres Métropole. Comment, par exemple, on parlait de Novo Nordisk, il faut quand même savoir que c'est 2 milliards engagés donc, sur Chartres. Comment on attire, comment on retient et comment on donne sa chance au produit, je veux dire, quand on est... Si vous voulez, dans ce type de projet, pour des boîtes comme Novo Nordisk, vous savez, Novo Nordisk, son chiffre d'affaires, c'est pratiquement le PIB du Danemark, donc c'est quand même important. Une usine comme il y a à Chartres, il y en a une autre en Danemark, sinon il n'y en a pas d'autres. Donc quand il choisit la France, il regarde un certain nombre de critères. Bien sûr, il regarde la fiscalité, donc on était comparé avec l'Allemagne, et puis avec l'Irlande. Alors l'Irlande, vous ne pouvez pas combattre, il y a 22% de prélèvements obligatoires. Bon, l'Allemagne est un peu plus en dessous de chez nous, donc on était le plus mauvais élève. Non, il regarde justement le territoire, comment il est accueillant. C'est pour ça que je dis que pour qu'une ville soit accueillante, il faut des équipements publics de qualité. En fait, ça ne paraît pas, mais quand vous avez une médiathèque, un conservatoire de musique, un cinéma, un théâtre... un complexe aquatique, conservatoire de musique, je le disais, tous ces équipements-là, vous avez un tissu associatif développé, vous aidez à un certain nombre de choses. Ouais, le Colisée, ça apporte énormément. Le nouveau parc d'expo, l'Iliade, ça apporte énormément quand on fait des réunions, des manifestations comme ça. Tout ça, c'est la vie de la cité. Et bien, à un moment donné, quand ils doivent choisir, qu'ils doivent recruter beaucoup de personnes, parce que dans quelques années, dans 5-6 ans, dans mon ordi, ça sera 3000 personnes. Donc, il faut attirer les gens. On n'attire pas les gens avec les mouches avec du vinaigre. Ces gens-là, le métier, ils le connaissent, puisque vous recrutez des gens qui sont déjà dans la technique, mais les gens, ils veulent aller vivre dans un endroit où il y a un cadre de vie sympa. Donc, eh bien là, la compétition, eh bien nous, on l'a gagnée. Alors le seul problème, c'est la main-d'œuvre. On sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui souhaitent investir, qui sont prêtes à investir, mais il faut trouver de la main-d'œuvre. Oui. Il y a un projet, je crois, de campus industriel de formation à Chartres. Oui, il existe déjà, mais il ne fonctionne pas bien. Donc je vois bien les choses qui sont partagées entre l'UT et puis la cité universitaire, que les gens appellent le PUEL. Déjà le nom, le PUEL c'était un entraîneur de foot. Je sais que c'est pas trop parlant tout ça. Donc non, il y a un problème, c'est que on a une UT qui est pas mal intéressant, qui est vraiment dans les filières de l'industrie de Chartres. Et il y a que 300 élèves, c'est quelque chose qui pourrait en avoir 500. Polytech, on a le niveau plus 3, 4, 5, mais on n'a pas beaucoup d'élèves. Maintenant, il n'y en a que 30 qui rentrent, c'est pas suffisant. Donc, alors, je me suis aperçu tardivement qu'il y avait une prépa intégrée, que c'est pas du recrutement après maths sup, maths spé, mais c'est une prépa intégrée. Donc, les 2 premiers niveaux, on aurait pu les avoir ici. Si on les a ici, nos jeunes, sortis du bac, ils font Polytech ici, ils rentrent bac plus 1, plus 2, et ensuite ils continuent. Donc là, on pourra avoir pas 30 élèves, mais peut-être une centaine d'élèves. Et sur la chaîne complète, sur les 5 années, vous retrouvez 400, 450 élèves. Donc ça, c'est intéressant. Donc moi, j'ai discuté avec l'université. On doit pouvoir faire ce type de choses. Et puis, il y a un autre type de diplôme qui pourrait être intéressant pour ceux qui veulent travailler très vite, parce qu'il y a des gens, vous savez, ils sont très compétents, très forts, ils pourraient faire des études supérieures. Après le bac, ils arrêtent et donc ils veulent commencer à travailler. Mais ce n'est pas suffisant. Et il existe des formations, bac plus 1, pendant 1 an, vous vous spécialisez sur un domaine d'activité, c'est-à-dire par exemple les process industriels, des choses comme ça. Eh bien, on pourrait avoir ce type de formation ici, et on formerait tous les gens, une centaine de jeunes qui sortent avec le bac, et au lieu de se payer des études supérieures assez loin de Chartres, parce que ça coûte cher, tout ça, on n'est pas sûr de tenir le cursus, eh bien, rapidement, ils pourraient aller travailler. Donc, on peut avoir un pôle comme ça, où on a l'IUT renforcé avec plus d'élèves et d'autres filières. On peut avoir Polytech, mais qui commence après le bac, c'est-à-dire prépa intégrée. Et puis, je vous dis, une formation bac plus 1. Et ça, pour avoir une fibre industrielle, ça serait très bien pour Chartres. Et comme il y a beaucoup d'entreprises qui se développent dans l'industriel, moi je le disais encore récemment, c'est pratiquement 3 milliards d'euros qu'il y a d'investissement sur l'agglomération aujourd'hui, et 1450 emplois recherchés immédiatement. Et quand vous avez créé 1450 emplois ou 1500 emplois, ça va en générer 2 fois plus. Donc, au total, ça sera 4500, 5000 emplois qui vont être générés. Donc ça, c'est important. Alors, ça génère tout derrière, bien sûr. Il faut ce tissu industriel pour pouvoir les fabriquer ou alors les chercher. Mais si vous allez chercher de l'extérieur, il faut des logements. Il y a un conseiller municipal, là aussi, malheureusement aussi, il a été frappé. Je
je ne vais pas l'accabler. Il a été frappé, il a fait l'ENA, donc il n'a pas tout compris. Il me demandait pourquoi on faisait des logements à Chartres. Le problème de Novo Nordisk, ils me disent, pour recruter, si on ne présente pas des possibilités de logement, que ce soit à la location ou à la vente, eh bien, on n'y arrivera pas. Et c'est le premier souci de Novo Nordisk pour recruter. C'est une entreprise qui a une belle image. Hein. Les gens savent qu'ils ont des conditions de travail très sympas, parce que la méthode danoise est très bien. Le problème, le critère, c'est le logement. Donc Chartres, au sens large, son agglomération, doit construire une offre qui est en adéquation avec sa volonté. Parce que si vous voulez développer l'industrie ici, pour être sociologiquement plus équilibré, parce que la France avait fait le problème de partir dans le tertiaire, pour ne pas être que tertiaire, eh bien, il va falloir apporter des solutions dans l'habitat. Un grand merci à vous, Jean-Pierre Gorge. À dans 15 jours, chers auditeurs et auditrices, vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site www.radioranciel.fr. À tout bientôt.